De l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui, pour nous, semblez l'avoir très fort? Bien sûr, monsieur Fernandel, c'est moi qui ai l'accent. Écoutez ma voix, elle ne chante pas, n'exagère pas, elle est normale, quoi. Et si je vous disais que c'est vous, monsieur Fernandel, qui avez l'accent? L'accent, c'est l'autre. Mais qui a l'accent? Moi, vous ou eux? Moi, je dis que les Alsaciens, ils ont une voix bien spéciale, mais nous, les Francs-Comtois, on a une voix bien spéciale. Moi, je dis toujours l'Alsacien, fier de l'être, et je le resterai fier. Bon, enfin, tout chaud pour dire qu'une fois que tu auras récupéré Chot-Chot, une bonne série de 3 et de 2. Et les cartes. Pendant des mois, j'ai sillonné la France. Marseillais, Alsacien, Parisien ou Picard, quel est le bon accent? J'ai rencontré Romain, Kevin, Sonia et Johan. Ils ont 20 ans et leur accent, ils en sont fiers. Pourtant, parfois, il leur arrive de le dissimuler. Moi, je trouve ça beau d'avoir un accent. C'est une partie de moi-même, il faut être capable de pouvoir en sortir. Ma copine, avec qui je suis depuis maintenant un petit moment quand même, au début m'a dit quand on te voit, on a envie de parler avec toi, mais quand tu ouvres la bouche, on ne veut plus t'écouter. Et j'ai bien compris que les gens autour se disaient, putain, lui, voilà, il vient des Vosges, quoi. Ça s'entend. Est-ce que je peux dire que c'est un handicap? Peut-être, ouais. Je crois que c'est un handicap, peut-être. L'accent est-il vraiment un handicap? Et que cela veut-il dire sur notre langage? Mon enquête commence à quelques pas du Vieux-Port. Johan et Sonia veulent devenir comédiens. Et au théâtre Le Message est clair, prière de déposer son accent à l'entrée. Ensuite, on va travailler sur le son en et sur le son un. D'accord? C'est pas eng et ang, c'est un et en. On va commencer avec Johan. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois, papa boit et peint. Oh, il est bon ton 1. Si tu le faisais sans faire attention, tu le ferais comment? Vas-y. Alors, papa boit dans les pins, papa peint dans les bois, papa boit... Oh putain, j'aurais jamais à le dire ça. Dans les bois, papa boit et peint. Bon, c'est bien. Tu progresses, c'est ça. Je crois qu'il commence à... On va demander à Sonia. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois, papa boit et peint. Voilà. On entend, dans le 1 de Sonia, on entend presque un G derrière. Papa peint, hein, peint. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois, papa boit et peint. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, essaie d'être, tu vois, à l'écoute du son et de corriger... Voilà, de corriger la prononciation. En fait, c'est une prononciation. Si tu dis « am », c'est pas français. Pour vous parlez bien le français, quoi. C'est pas parce que vous avez l'accent que vous parlez moins bien le français que quelqu'un qui vient de Tours ou de Paris, quoi. Si tu veux, on parle le français comme il va espagnol. C'est pour te dire. Eh oui. Tu sais que le Marseillais, quand tu parles, il te fait rire. Tu vas rigoler, quand tu entends un Marseillais parler, tu rigoles. Eh oui, mon fils. C'est pour te dire, le parler marseillais, c'est une rigolade. C'est une rigolade. C'est pas comme un parler, il est différent, le marseillais. Si je le perds, parce que le conservatoire, parce que, voilà, je rentre au conservatoire et que je suis sur Paris ou ailleurs, et que je le perds. Ouais, c'est sûr, ça ferait un peu bizarre, parce qu'on a tellement l'habitude de t'entendre parler marseillais, que d'un coup, tu parlerais, ne serait-ce un peu plus pointu. Bon, c'est sûr, fait pas que ça nous dérangerait, mais bon, ça nous ferait bizarre. Mais déranger... non, déranger, moi je voudrais déranger mon fils. C'est mon fils pour tout. Ouais. Ça me ferait peine de le perdre, mais c'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi, et ça me ferait peine quand même de le perdre, quoi. Mais bon, après, si vous, ça vous dérange pas, alors bon. Vous voyez bien, monsieur Fernandel, les Marseillais eux-mêmes considèrent leur accent comme une blague. Eh bien, je voudrais analyser avec vous un aspect particulier de l'accent marseillais. Foutaise, complot des Parisiens. Et si on allait ensemble poser la question à un chercheur spécialiste du parler marseillais? Un premier exemple très clair. On peut dire TV pour simplement inviter quelqu'un à regarder quelque chose. TV l'avion.
Mais on peut aussi allonger les syllabes du style TV un peu qui vient, ce qui, vous en conviendrez, produit un certain effet. Il y a une double perception, on va dire qu'il y a quand même un côté sympathique, un côté ensoleillé, un côté chaleureux, un côté sympa, rigolo. Mais il y a aussi cette ambiguïté, parce que qui dit rigolo, ça fait un peu pas sérieux. Oui, je sais, monsieur Fernandel, c'est moi qui exagère. Le théâtre, c'est un peu particulier. Mais écoutez aussi Romain, le jeune journaliste qui cherche du travail. Quand le téléphone il sonne et que je vois 01, il faut faire silence dans la maison, que je prenne une voix qui passe. Hein. Alors que si c'est un 04, si c'est un 04, vous pouvez crier, je réponds, allô, comment ça va, je m'en fous. Je vais faire quoi? Je vais prendre des cours, je vais gommer mon accent pour partir vivre sur Paris et avoir aucune conviction et me dénaturaliser. Ce serait bien pour toi que tu trouves un boulot dans la région. Ah, c'est même pas dans la région, c'est à Marseille. Hein. Parce que même si tu vas à Nice avec l'accent marseillais, ça passe pas. C'est l'accent particulier niçois? Non, mais ils veulent pas d'accent marseillais, c'est ça. Donc il faut bien se rendre compte. C'est que l'accent marseillais est limité à Marseille et 2 km à la ronde, pas plus. Hein. Les gens qui se sont... qui ont changé d'intonation et de... c'est pas réversible. Je veux dire, quand ils arrivent chez eux, ils continuent à parler, ils peuvent reprendre l'accent marseillais. Je sais pas, je ne connais pas, je peux pas te dire. Là, que tu ne reviennes pas avec l'accent parisien quand même. Comment vit-on l'accent à l'autre bout de la France? Trouve-t-on le même paradoxe? À Gugnécourt, petit village des Vosges, je me suis d'abord arrêté au lycée agricole. Et ça tombe bien, ce jour-là, les futurs agriculteurs étudient la langue de Molière. De chez moi, maître juré Filou, vrai gibier de potence. La flèche à part. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable encore. Ce qui permet de jouer, ce sont les accents. Est-ce qu'il y avait des accents dans ce qui vous a été présenté ici? Non. Non, Thibaut, il n'a pas d'accent? On a plein. Gaëtan, est-ce que Thibaut a de l'accent? Bah oui. Bah oui. Alors, est-ce que l'accent, tu reconnais que tu as l'accent, est-ce que tu en es conscient? Oui, j'en suis conscient. Pour toi, c'est quoi? C'est une fierté? C'est un handicap? Une fierté. C'est rien? Alors pourquoi c'est une fierté? Bah c'est d'être Vosgien. On t'a déjà fait remarquer que tu avais un accent prononcé? Ouais, oui. Alors, qui ça et dans quelles conditions? On a été en stage en Normandie. Ouais. Alors on t'a dit que toi, tu n'étais pas normand. Bah non, mais c'est sûr. Et comment on t'a fait remarquer la chose? Avec amusement, avec envie, je sais pas? Bah oui, parce qu'ils m'ont dit qu'on parlait trop vite et on parlait mal, quoi. Ça changera après tout à l'oreille. Il serait forcément au-dessus des autres. Après? Il serait forcément au-dessus des autres. Ah, il serait forcément au-dessus des autres. J'ai aussi croisé la route de Kevin, l'adjoint au maire. Comme les jeunes agriculteurs, il est fier de ses racines, mais contrairement à eux, il n'a pas d'accent. Et ça m'intéresse. Alors pour nous, en tant que Vosgiens, ça rappelle la terre, voilà, ça rappelle le travail manuel, ça rappelle vraiment nos racines, c'est pour ça qu'on en est fiers. Par contre, pour les autres, c'est vrai que c'est un peu beaufisant, voilà, entre guillemets. En général, quand on parle avec un accent vosgien, on se dit, lui, c'est un beauf, quoi. Et voire pire, un consanguin, si on l'entend aussi en Alsace. Tu vois. Il y a du monde. Est-ce que les joueurs de belote ont un accent déjà? Tu as moins l'accent que nous? Ouais. Ah bah bien sûr. Oui, il a sorti de son trou. Oui, mais eux, ils sont allés à l'école en ville de bonheur, hein, à 11 ans. Hein. Alors tu penses que c'est pour ça qu'on l'a moins? Ah bah Oui, forcément. puis après t'es allé à Nancy, après à Strasbourg. Bah, c'est pas pas pareil. Ah mais en même temps à Strasbourg ils disent que je l'ai beaucoup. Ah bah oui, pour eux. Par rapport à eux, oui, certainement. Certainement. Je veux pas que demain on me force à parler comme tout le monde parce qu'il faut parler comme tout le monde. Non, même si on t'y pousse pas, si tu viens toi-même. Ah bah je sans sais t'en bien. rendre compte. C'est certain. Sans t'en rendre compte. Mais... Tu te côtoies pas le même monde. Quand tu côtoyais que de la paysannerie, c'était différent que quand tu côtoies. Là, ça change tout. La grand-mère de Kevin appartient-elle à un monde en voie de disparition? Oui. Un monde cloisonné où l'on ne sortait que rarement de son village ou de son quartier. Philippe Boulat de Mareuil est chasseur d'accent. Toute l'année, il parcourt la France à la recherche de l'accent perdu.
Dans des zones rurales où les échanges sont moins développés qu'à l'intérieur des grandes villes, on reste dans l'entre-soi. Un accent, c'est une façon aussi de renforcer la cohésion dans les groupes, alors que les métropoles brassent des différences et aboutissent à un résultat. C'est la métaphore du melting pot. À partir d'une mosaïque initiale, on mélange le tout et on aboutit à un résultat autre où beaucoup de différences sont estompées. Mais d'où viennent les accents ? Pourquoi parle-t-on différemment dans les Vosges, en Alsace ou à Marseille ? Il y a l'histoire d'abord. Si je vous avais rencontré au Moyen-Âge, Monsieur Fernandel, nous ne nous serions pas compris. Nous n'aurions pas parlé la même langue. Le saviez-vous ? Pendant des siècles, les Français ne parlaient pas français, mais breton, alsacien, provençal, picard, près de 400 langues, patois ou dialectes différents. La France est francophone entièrement depuis peu, en fait. On estime que ça remonte à la Première Guerre mondiale, voire après les années 40-50 avec la radio et la télévision. Mais en fait, on se rend compte à la Révolution, par exemple, il y a des enquêtes qui sont menées que finalement, il y a une poignée à 4, 5 millions, 6 millions peut-être de francophones, la moitié qui parlent parfaitement français, mais le reste parle autre chose. Le français est une langue étrangère pendant longtemps dans de nombreuses régions. Aujourd'hui encore, comme en Alsace, des Français utilisent des langues régionales pour communiquer. Ça, c'est l'accent alsacien. Ça jouera pas de français et il parlera comme ça. Nous, on l'a beaucoup moins. On l'a un petit peu, mais beaucoup moins. On parle comme on est, quoi. C'est tout. Et là, on a ça, c'est dit, on est L'accent, c'est un phénomène de contact, c'est-à-dire que c'est la transposition, le transfert de certaines caractéristiques de langues qui sont parlées sur un territoire donné sur la langue qui vient supplanter, donc en l'occurrence le français. À un moment donné, on n'avait même plus le droit à l'école de parler l'alsacien. On avait carrément des petites pièces, des petits médaillons, et à 4 heures, si on avait ce médaillon, on avait une punition. Il fallait absolument parler le français pour perdre cet accent alsacien, quoi. En 1882, avec Jules Ferry, l'école devient obligatoire et la langue française aussi. Alors l'école a joué un rôle très fort parce que la plupart des gamins qui arrivaient, notamment dans les régions rurales, ils arrivaient à l'école avec une langue qui était celle qu'on parlait à la maison ou dans les champs, au village, qui était alors, ce qu'on appelait le patois, la langue régionale, et puis on leur apprenait le français, donc une langue plus standardisée, de Molière, des manuels, de grammaire, etc. Et l'école a corrigé. Et elle a corrigé notamment de manière assez violente, en tout cas symboliquement. Il est bien connu qu'il était interdit de cracher, de parler breton dans les écoles de Bretagne, par exemple. Aujourd'hui, les langues régionales telles que le breton, l'occitan, l'alsacien sont malheureusement pour le linguiste en déclin. Et une trace a pu en être conservée à travers des accents qui préservent des spécificités de prononciation. Et vous parlez pas patois? Non. Je connais quelques mots. Quand je remonte chez moi, que je vais dans le Nord, j'aurais tendance à employer des mots en patois. C'est malheureux d'avoir un vache et pas avoir de beurre. D'avoir une vache, pas avoir de beurre. Bon, bah. On avait tendance à dire que d'un village à l'autre, on ne parlait pas de la même manière. Donc ça a laissé beaucoup de traces dans l'imaginaire commun. Une représentation une certaine inertie, et on continue à dire ça. Tiens, on n'a pas le même accent à 17 km de distance, qui serait la distance d'un relais de poste. Aujourd'hui, certaines langues comme le picard ont quasiment disparu. Tel un archéologue, Philippe Boulat de Mareuil en recherche les dernières traces. Bon, double but à ma venue, c'est d'étudier à la fois les accents et leurs liens éventuels avec les langues régionales. J'ai mené des enquêtes plutôt dans le sud, là en Corse, en Roussillon, en domaine occitan. Et là, un des points de l'enquête a pour but d'enrichir un atlas plutôt fondé sur l'intonation dans différentes langues romanes
Et puis, une fois que tu seras arrivé à Steyad, tu passes à gauche. Et puis, tu fais quelques pots, et puis à gauche, il y a un palais, un grand palais, avec plein de couleurs. Et puis là, bah, tu visites ce palais, et puis on se donne rendez-vous à 12h à chaque cantine pour manger ensemble. Nous partirons de l'eau à pied, donc nous marrons une cavité profonde, un trou, tu sais. Un trou. Ouais, je suis chaud. Je peux dormir sur mes 2 oreilles si t'as tout compris. Je viens d'un milieu prolo, hein. Bon, je suis rentré avec des copains, tout ça, dans des familles je sais pas quoi, de pharmaciens ou de médecins, et je me surveillais, quoi, parce que, voilà, il fallait que je parle bien. Vous aviez honte de votre accent? Bah, j'essayais de gommer un petit peu, ouais. Pas me faire repérer en tant que prolo, ouais. Un accent très vite se définit par rapport à une norme, un modèle de référence qui va être dicté de façon plus ou moins arbitraire par les élites. Et donc, au fur et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale, on va trouver moins d'accent. Pour qu'il y ait accent, il faut qu'on soit deux. Donc dire à l'autre « Ah, tu as un accent », c'est avoir le pouvoir de dire « Moi, j'ai quelque chose qui est neutre, normé, ou en tout cas passe-partout. Toi, tu te distingues, et de manière à la fois positive et négative, mais en tout cas, tu es différent. » Donc on pose une différence par rapport à une norme. C'est un mécanisme de pouvoir. Il y a l'accent du Vieux-Port, c'est celui-là que j'ai employé pour écrire Marius ou Fanny. Maintenant, il y a l'accent des riches bourgeois de la rue Paradis, que tu connais bien. Qui font semblant de ne pas avoir d'accent. Il y a plein de gens, vous savez, à Marseille, qui parlent sans accent. Parce qu'ils pensent que si on a un accent, on ne peut pas dire des choses sensées ou intelligentes, vous voyez. Donc alors eux, du coup, ils le gomment, comme ça, ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils n'ont pas d'accent. Vous voyez, ils disent, oui, tu comprends, vraiment, non, vraiment, on s'ennuie. On a l'impression qu'ils ont avalé quelque chose de travers, je sais pas. Ou qu'ils se sont enfoncés quelque chose, il y a quelque chose. Oui, ça varie un peu avec les quartiers. Il faut dire aussi que ça varie avec les classes sociales. N'est-ce pas? Le peuple a un accent beaucoup plus large. Les patrons de bistrot, le bel accent carré dans... C'est ça. Ah, il n'est pas marseillais. La mère. Il est toulonnais. Et là, elle ne va pas compter jusqu'à 61, elle va t'attraper un coup, de putain de boudin. Attends, je compte. 61, c'est quoi, c'est quoi, oh, laisse-le compter. Oh, porte pas la poisse, s'il te plaît. Ah bon. C'est ça, hein. Ouais, c'est une pièce de théâtre parmi tant d'autres. C'est... Il y a autre chose aussi, mais... Arrêtez de jouer au cartes. Maintenant, je vais parler. Je vais tirer le 8, C'est une façon d'être, quoi, le Marseillais, quoi, aussi. C'est pas que l'accent, c'est... Vous voyez, il a 2 paires de lunettes, quoi. Les gens mettent sous l'accent un peu tout. Et ils ont raison, après tout, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'ils mettent un peu de vocabulaire, hein, l'accent, les expressions, le lexique, et même une façon d'être. Donc c'est très culturel, en fait, l'accent. Donc il faut bien savoir ce dont on parle et ce que les gens veulent dire quand ils parlent de l'accent. Au bord de la Méditerranée, là, en tout cas à Marseille, toutes les phrases montent comme ça, et donc il y a une sonorité un petit peu comme en Italie, vous voyez. Ça fait, c'est pour ça qu'on dit un accent chantant, quoi. Parce qu'on dit « je suis allé à la maison ». Et donc ça monte tout le temps comme ça, et c'est vrai que cet enchaînement de phrases fait comme une chanson, donc moi ça me plaît. C'est pas évident, puisque dans mon quotidien, je travaille avec des jeunes en difficulté, des quartiers, etc. Je peux pas leur dire « Bon allez Jamal, tu vas te ranger !» Non, je suis obligée de leur dire « Ouais, c'est bon, vas-y, va te ranger, dépêche-toi !» Donc forcément, comme il y a un côté instinctif, il y a le côté cagole, marseillaise qui ressort. Moi, je l'ai eu, puis je l'ai perdu parce que, voilà, moi j'étais à Marseille jusqu'à 8 ans, je l'avais, et puis quand je suis montée à Paris, j'ai dû le perdre. C'était une question de survie. Mais oui, à 8 ans, c'est une question de survie, c'est-à-dire que tu es à l'école primaire, et que quand on se moque de toi parce que tu as l'accent du Sud, eh bien, il faut qu'en 1 semaine, 15 jours, tu règles le problème. Là, bon, je fais du théâtre, bon, évidemment qu'il faut que je le perde. Bon, voilà, parce que c'est la convention, c'est comme ça, mais bon, franchement, ça... Je te le dis, hein, ça m'embête, quoi. Moi, je dirais, à la place de dire que je le perde, parce qu'il y a une notion de perte qui est terrible dans ce que tu dis,
C'est-à-dire que je le corrige. Et là, on n'est plus dans cette notion de la perte. Ouais, mais justement, j'ai peur de le perdre. À un moment précis, qui est le moment du plateau, le moment du théâtre. C'est une règle, une loi. Je crois que le meilleur exemple, c'est l'exemple du haut. C'est-à-dire quand vous dites la rose jaune, eh bien, le haut de rose, c'est un haut fermé. Ça, il faut regarder comment s'écrit le mot en phonétique. Donc, si tu dis la rose, tu fais une erreur. La rose, une erreur. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés avec Romain au laboratoire Parole et Langage. Ici, une centaine de scientifiques étudiaient à la loupe notre façon de parler. On est en train de faire des enregistrements d'une locutrice. Et en fait, c'est une personne qui n'est pas du tout de la région. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous enregistrer, vous, maintenant, de la même façon qu'elle, pour regarder justement quelles sont un peu les différences qu'il peut y avoir entre la façon de... Sur les mêmes phrases. Je développe des fonctions d'étiquetage. Je développe des fonctions d'étiquetage. Pour le petit déjeuner, je mange de la brioche. Pour le petit déjeuner, je mange de la brioche. Tous les soirs, je me lave les cheveux. Je développe des fonctions d'étiquetage. Dans le parler méridional, on a cette particularité qui est d'ailleurs la chose la plus que l'on perçoit le plus facilement. Hein. C'est le fait qu'on prononce justement, ces phrases elles ne sont pas au hasard, c'est qu'on prononce les E muets. Alors justement, dans le méridional, ils ne sont pas muets. Cheveux. Exactement. Pour le petit déjeuner, je mange de la brioche. Pour le petit déjeuner, je mange de la brioche. C'est la trace première au niveau phonétique de la méridionalité. Tous les soirs, je me lave les cheveux. Tous les soirs, je me lave les cheveux. 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 Ouais, je suis pas prêt de faire une pub pour une shampoing. Hein. Et si l'accent était une question d'oreille plutôt que de langue? Ça faisait longtemps que j'avais pas mis un bonnet. Un Marseillais entend-il les mêmes sons qu'un Picard ou un Alsacien? Sophie Dufour, une neuropsychologue, a mené une étude pertinente sur le sujet. Quand je passe à toutes ces filles qui font des rajouts aux cheveux, j'ai l'impression de vivre la même chose. Je m'installe directement. Oui, sur la chaise là, qui est là. Donc c'est là que vous allez passer... A priori, l'expérience est facile. Romain entend des mots qu'il doit classer en deux catégories. D'un côté des mots existants et de l'autre des mots inventés. Pas de souci, on y va. D'accord. Ticket. Glaçon. Ratu. Bichot. Mais le cobaye n'est pas au courant du véritable but de l'expérience. Épais. Grâce aux électrodes posées sur sa tête, Sophie mesure au millième de seconde près ses temps de réponse. Et sur certains mots, Romain est plus lent qu'un breton ou un ch'ti. C'est une manip où il y a 400 mots et on en a 24 qui nous intéressent en fait. C'est des mots qui se terminent en « et » et en « est ». Et donc dans des productions, tu vas pas dire un pull épais, toi. Non, un pull épais. Voilà. Et donc vrai. on va voir comment est-ce que vous traitez ces mots en « est » en fait. Et est-ce que vous les distinguez dans des tâches où vous vous mettez dans une contrainte de rapidité? Et du coup, alors, cette différence entre ces fins de mots, ce qui est un exemple, est-ce que ça nous rend, entre guillemets, sourds à certains sons ou certaines fins de mots, ou certains mots carrément? Il existe un phénomène de surdité phonologique au EF chez des auditeurs du sud de la France. Non, monsieur Fernandel, on ne dit pas que les méridionaux sont handicapés, mais votre oreille entend certains sons différemment de la mienne. Au-delà des querelles de supporters de football, n'y a-t-il pas un fossé infranchissable entre un Marseillais et un Parisien, celui du langage? Juste de lire ça, chacun à votre tour. Ah, j'adore. J'adore. Ah ouais, c'est tellement connu. Donc là, je dis naturellement. On craint des gueules. On craint des gueules. On craint des gueules. Et si vous deviez alors le dire à la parisienne? Vraiment, on dit pas la parisienne. Ah, mais non, c'est pas comment on possible. saurait? Bah oui. Si la prof dit, bon, maintenant, vous dites à la parisienne, vous faites un contrat, là, il faut le dire à la parisienne. Vas-y. C'est pas naturel, ça fait bizarre. Eh oui, mais le dégueule, en plus, c'est marseillais. C'est marseillais. Il n'y a que nous qu'on peut le dire, ça. Bon, on va le faire en parisien, alors. On craint des gueules. Ah, non, mais même le mot, non, c'est pas possible. On craint des gants. Arrête, va-t'en. Peut-être pas au travail, mais à l'école, quand on fait les oraux blancs pour les présentations de projets, etc.,
On nous dit il faut pas trop que l'attitude marseillaise, l'accent, il faut un peu calmer parce que ça fait pas trop sérieux. En tant que personne qui vient d'une position sociale, voilà, je viens d'une classe populaire, d'une classe moyenne, etc. Je me vois mal être tout le temps assimilée à la fille immigrée, qui fait aucun effort d'intégration, qui est toujours rattachée à un langage qui est faible, alors que non. Et à la base, si je fais du théâtre, c'est pour justement bien apprendre à parler. Parce qu'à la base, j'ai commencé le théâtre parce que je faisais des études de droit et je voulais être avocate. Il y a une discrimination, mais qui est cachée, qui est, j'allais dire, presque sournoise aussi, parce que l'air de rien, on fait croire que ce sont des petites remarques anodines, alors que c'est de la discrimination. C'est une forme de racisme linguistique assez fort chez certains, et on le sent chez Sonia et Johan. Parfois, c'est quelque chose d'assez dur, mais comme c'est dit sous une enveloppe un peu légère, c'est dur de dire, oui, c'est du racisme, en fait, dont je suis victime. Ah ben vous savez, je reçois pas 150 000 scénarios par mois, mais le peu que je reçois, dès la page 3, j'ai une chemise à fleurs, à la page 4, je propose un apéritif à tout le monde, et à la page 5, une partie de pétanque. En Alsace, il existe une rivalité aussi tenace que celle qui oppose les Marseillais aux Parisiens. Entre les Vosgiens francophones et les Alsaciens germanophones, le litige dure depuis plusieurs siècles. Donc ton accent, toi ça va, tu t'en sors bien? Écoute, au début de l'année, dans la classe, ils se sont un petit peu moqués de moi. Hein. Mais moi je le prends avec le sourire et puis surtout j'assume totalement. Je trouve que ça affirme sa personnalité. Et puis des fois, il y a des accents un peu plus beaux que d'autres, mais tout de même... Et moi, tu le caches pas un peu ou... Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Okay. Par contre, il y a des gens de ma famille qui m'ont dit que j'ai chopé l'accent alsacien. Oui, un petit peu, c'est dans la manière de s'exprimer, tu sais, on est un peu plus... Ça, c'est moins cool, je préfère mon accent vosgien. Kevin étudie en Alsace depuis 2 ans et le Vosgien a de bonnes raisons de se méfier. L'abus d'accent peut être nuisible, en tout cas, c'est ce qu'on enseigne dans cette école de marketing. Alors, à votre question, dans un entretien d'embauche, comment je peux m'en sortir? Si ça m'est arrivé pour Cronenbourg, tout de suite, le monsieur m'a dit mais vous n'êtes pas alsacien, donc ça va pas coller. Est-ce que ça peut vous sembler stratégique de prendre l'accent de la personne qui fait entretien de stage? Je pense que dans certaines situations, ça peut aider, oui, d'avoir l'accent. Les autres, vous êtes d'accord avec elle? On va dire que quand on va dans un entretien, la personne, on la connaît pas du tout, on sait pas qui c'est, on n'a aucun point commun avec elle, on sait pas comment l'aborder, mais voilà, elle a l'accent alsacien ou l'accent du Sud ou n'importe quel accent, et on se dit, bah tiens, moi aussi j'ai cet accent, donc on a déjà quelque chose de convivial entre nous en fait, et ça détend un peu l'atmosphère. Par contre, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense que pour un entretien avec quelqu'un qui a un fort accent, je pense qu'il faut rester très neutre, presque cacher son accent en fait. Sur le tour de table, on a vu à peu près toutes les situations possibles, de la situation où effectivement ça introduit une connivence et une proximité, qui contribuent à relâcher un peu les défenses et dans des situations de négociation à assouplir un peu les choses, avec le risque que ça passe pour quelque chose de pas sincère, voire un peu de la manipulation et la personne en face du coup. Ça pourrait faire l'inverse, ça pourrait se cabrer, mais dis donc, elle prend mon accent, est-ce qu'elle se moque de moi, est-ce que... c'est difficile à déterminer. Encore aujourd'hui, la rivalité est tenace. Entre Kevin le Vosgien et ses amis alsaciens, les clichés ont la vie dure. Est-ce que vous trouvez que l'accent vosgien, il est différent de l'accent alsacien? Parce que j'ai l'impression que je suis plus vosgien qu'alsacien. Parce que maintenant que je vis là, en Alsace, ils nous prennent pour des cons et on veut pas leur laisser... on veut pas leur donner raison. Mais non, on vous prend pas pour des cons. Voilà. Vraiment des paysans, mais pas pour des cons. Non, mais tout dépend de ton discours, pas forcément de ton accent. Moi, quand quelqu'un vient me parler avec un accent alsacien 100%, je rigole. Oui, mais oui. Mais c'est pas pour autant que tu le prends pas au sérieux, tu vois. Ah non, mais je peux pas le prendre au sérieux. Je peux pas, c'est impossible. Nareuse. Néreuse. Ah ouais, néreuse, bah, néreuse. nous, Oui, ça veut dire que tu veux pas boire après quelqu'un, par exemple. Tu veux pas manger, boire ou faire quelque chose après quelqu'un. T'es nareuse. Genre tu bois une bouteille d'eau, ça tu vas pas. Tu bois la paille Néreux, et tu peux pas boire après moi parce que t'es nareuse. Enfin, ou néreuse. Non, du néreux. On dit pas myrtille, c'est un mot qui n'existe pas, on dit brimbelle, ça a toujours été. C'est comme ça. Brimbelle. Il y a un vocabulaire. Tu vois, myrtille, c'est joli, tu vois, ça donne envie de manger. Brimbelle, donne-moi une brimbelle. Voilà. Ça fait directement... Et quand tu vas les cueillir, tu vas par la main, tu vas avec une rifle. C'est un truc, c'est un outil. C'est pas une rifle qui fait ça. Voilà. Mais c'est vrai que c'est beaucoup lié à ça, quoi. Et dans les relations amoureuses, l'accent est-il une maladie honteuse? En Alsace, il y a des mots
J'ai plein d'amis dans les Vosges qui ont un accent assez compliqué. Et elle, pour trouver un ami en dehors des Vosges, c'est très très compliqué. C'est un garçon qui rappelle le terroir, on passe. Et une fille qui parle vraiment comme une beauf, là c'est dur. Et je pense que c'est encore plus un inconvénient pour une fille, parce que là, elle est cataloguée comme une cagole qui parle comme ça. Oui. Non, c'est sûr que pour une femme, c'est plus agréable, une voix douce. Je pense que l'accent marseillais est quand même plus adapté aux hommes, si on peut parler comme ça. Même moi, ça me choque. D'entendre une fille, surtout quand elles sont jolies, avec un accent comme ça. Pour le coup, moi aussi, j'ai ce problème de dissonance, quoi. Je les imagine, elles sont très jolies, et je les entends parler, j'ai pas le visuel devant, et je me dis, merde, là, ça va pas, quoi. Et moi, alors c'est paradoxal, parce que j'ai l'accent, mais je me vois pas avec une fille qui a un fort accent marseillais. Parce que là, c'est le couple de fada qui joue à la pétanque, qui boit le pastis, la femme est poissonnière, le mari travaille sur le marché. Enfin, ça fait vraiment, on va dire, le cliché, quoi. Cet accent-là, Mistral, cigale et tambourin, à toutes mes chansons donne un même refrain. Et quand vous l'entendez chanter dans mes paroles, tous les mots que je dis dansent la farandole. Ce que je vais vous dire, monsieur Fernandel, ne va pas vous faire plaisir. À 2 pas du Vieux-Port, on peut apprendre à parler pointu. Crime de lèse-majesté au pays des Santons. Tu sens ce qui se passe avec ton ventre à ce moment-là. Professeur de chant, Clémentine Coppolani propose des exercices de respiration et de diction pour apprendre à maîtriser son accent. Ok. Une fois que tu as pris ton inspiration, vraiment, tu bloques l'air et tu cherches à le faire entrer un peu plus tard. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Pour qui sont ces serpents? Alors, je peux prendre ta main? Oui. Alors, hop, ça fait. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vraiment, serre-toi du ventre pour les accentuations. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Et ça aide aussi à tout simplement mieux gérer l'air. Donc ça aide à prendre possession de l'appareil respiratoire et de l'appareil phonatoire. C'est vraiment arriver à travailler sur le contrôle de quelque chose qui après deviendra naturel. Mais au début, ça ne l'est pas. Il faut quand même quelques mois. Ouais. Et moi, je suis plus dans... Je me dis, j'ai envie d'y arriver direct, alors que je sais que c'est pas possible, mais... C'est pas naturel pour l'instant, en tout cas. J'ai craint de t'entendre chantant dans un train. J'ai craint de t'entendre chantant dans un train. L'accent, il est quand même maîtrisé. Il est quand même maîtrisé quand tu le souhaites. Ça part encore à certains moments, mais en tout cas, si c'est pour un usage professionnel, c'est quand même maîtrisé, je trouve. À Califourchon, sur son canasson, un bachibouzouk achète un vieux bouc assis malmouk, assis dans un souk. Je sais même pas si je le prononce bien. Je suis un original qui ne se désoriginalisera jamais. Je suis un original qui ne se désoriginalisera jamais. Et puis en plus, cette phrase, elle est parfaite. Je suis pas un révolutionnaire, je suis pas Che Guevara, j'arrive pas en disant voilà. Maintenant, dans l'accent, dans le journalisme, la norme, c'est tous l'accent marseillais. À 16h, tous au pastis, après on joue au boule. C'est pas du tout, mais vraiment pas du tout l'idée. Mais c'est d'arriver à m'imposer avec ce qui est pour moi une qualité. À Paris, Romain retrouve Mathias, Lucas et Benjamin. Ils ont tous fait la même école de journalisme, mais eux ont trouvé du travail. Faut-il garder son accent ou non? Le sujet est brûlant. Comme moi, quand je dis je rigole, la dernière fois je branche une meuf de la rédac en rigolant, tu vois, je la branche un peu, je la taquine un peu pour rigoler. Elle me dit vous les Marseillais, vous êtes bon qu'à parler, tu vois. J'ai envie de dire, mais dis-moi, tu vois, j'ai envie de lui dire, mais et vous les Parisiens, vous êtes bons à quoi? Et vous êtes bons à quoi en fait? Nous on est bons qu'à parler et à acheter les poissons sur le port si je t'écoute. Et jouer à pétanque. Ouais, jouer à pétanque et boire des pastis, et toi tu es bon à quoi alors? À te mater la tour Eiffel, à te prendre le métro tous les jours alors en vrai. Non mais c'est ça, on est d'accord. Au final, on travaille sur des métiers, les uns comme les autres, qui se veulent ouverts sur le monde, mais au final, ils entretiennent les clichés. Mais toi, demain, on te dit tu gagnes 50 000 € par mois et tu me perds l'accent, tu vas pas le perdre l'accent?
Mais comment tu veux que je le perde? Mais tu vas chez... Mais il y a des cours, il y a des cours de comportement. Tu me vois, tu m'as vu. Bien sûr, mais gros, il y a tout le monde. C'est gros, Mais bien sûr, gros. Déjà que je m'énerve pour rien, quand je vais m'énerver, je vais faire quoi? Je vais monter dans les tours? Tu crois que je vais monter dans les tours en parisien, frère? C'est pas possible. C'est nul, gros, de dire l'accent change pas et je le fais pas. Gros, je te jure, c'est ridicule. Tu prends le problème à l'envers, c'est pas ça. C'est lui montrer que le sujet est meilleur avec l'accent que sans l'accent. Quoi qu'il en soit, même si on prend des cours, on parlera jamais comme un Parisien. Jamais comme un Parisien, Ferra. Ça veut dire quoi pour perdre l'accent, ça veut pas dire prendre l'accent parisien. On parlera jamais comme ça, quand on aura tous les jours et tout. D'accord, mais ça sera juste que, au lieu de dire c'est trop bien, ah ouais, comment ça va, on dira. Tu le dis jamais non plus. Mais gros, quand on parle entre nous, gros, on s'entend pas. On dirait que vous avez honte, les gars, je vous jure. C'est presque ça. Mais j'ai pas honte du tout, gros. C'est toi qui te braques sur ton accent, sur ta manière de parler, gros. Mais pas du tout, frère, mais pas du tout. T'imagines que si on te demande de te changer un peu ta façon de parler, tu dis non? Oui, je dis non. Bah gros, c'est grave. Mais pourquoi c'est grave? Je comprends. C'est grave. Donc demain, tu te diras, toi la tête, tu vas le faire parce que. Mais les gars, arrêtez. Mais ça n'a rien à voir. De quoi? C'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Mais gros, c'est du verbal, gros. C'est pas du physique, c'est du verbal. Gros, c'est du verbal, gros. On parle juste de comportement. On parle pas de. Les gars, je vais pas vous convaincre. Vous êtes sûr de ce que vous dites. Vous avez raison. C'est pas la même chose, d'accord? Moi, je dis que c'est la même chose. Romain serait-il un vrai fada? Pourquoi s'acharne-t-il à vouloir travailler dans un monde qui ne veut pas de lui? Si vous reveniez sur Terre, monsieur Fernandel, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Il n'y a pas d'accent sur le petit écran ou à la radio. Toutes les voix y sont les mêmes, comme la mienne, à quelques exceptions près. Dans l'application de ce plan, Carlos Tavares, on vous reproche parfois d'avoir sacrifié les dépenses dans le secteur de la recherche. Pour garantir la reconstruction économique de l'entreprise, il nous reste maintenant à aller chercher ce troisième objectif, mais il y a une accélération. Donnez raison à ceux qui critiquent le choix du gouvernement, on n'en avait peut-être pas besoin. Les entreprises, la vôtre, n'en a peut-être pas besoin. Jean-Michel, je vous retrouve Romain. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Vous allez vous installer, c'est ça? Voilà. D'accord, je vous retrouve dans 5-10 minutes. Et vous avez toujours été, pour moi, du moins ma génération, la référence en matière d'accent et de réussite dans le journalisme. Et je voulais savoir quel a été le déclic pour vous, à quel moment vous avez su en faire une force. J'ai démarré dans la vie professionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, mais par la presse écrite. Et donc là, l'accent n'avait aucune importance. Et j'ai fait de l'audiovisuel après. J'aurais inversé les choses, enfin, ou du moins j'aurais commencé par l'audiovisuel. Sans doute j'aurais été confronté, enfin sans doute, peut-être j'aurais été confronté à d'autres demandes. Je ne sais pas exactement. Donc je ne peux pas dire que j'en ai souffert. Mais j'ai pris conscience que ça pouvait être un problème. Parce que j'ai reçu des courriers à un moment de gens, c'est un point de vue insupportable et raciste, qui m'écrivaient mais avec votre accent, vous osez parler de politique? On nous enfermerait, vous et moi, dans des catégories particulières. Un, franchement, faire du journalisme audiovisuel avec un accent pareil, c'est quand même gonflé. Et si malgré tout vous persistez, deux, ben vous faites, voilà, soit vous présentez la météo, quoi, en gros, voilà. Et vous présentez la météo, le sous-entendu, c'est, avec votre accent, vous ne pouvez annoncer que du soleil. C'est con plus con égale con, cette histoire. Voilà. Est-ce que vous pensez que je dois gommer mon accent au profit de ma carrière ou je dois rester celui que je suis? C'est une question très difficile. Le risque que vous perdiez la possibilité d'être embauché si vous ne modifiez pas quelque chose chez vous est grand. On ne peut pas vous conseiller de vous entêter. Moi, j'ai connu des journalistes qui, au fond, étaient dans votre situation, des journalistes qui commençaient leur carrière et qui ont modifié leur façon de parler. J'ai des noms en tête qui ont modifié leur façon de parler parce qu'ils voulaient intégrer une rédaction. Mais c'est une cruauté incroyable, cette histoire. Vous trouvez que j'ai l'accent, vous, sincèrement Sincèrement, oui. Parce que moi, ça me... Moi, vous l'entendez pas, oui, bien sûr. Voilà, mais par contre, oui, après, quand en cours de radio, à l'école, tout ça, je m'écoutais, c'est vrai que des fois, j'en rigolais. Mais je trouve pas... Enfin... Non, mais ce qui est formidable... Après, si demain, votre parcours vous amène à travailler dans un média national, et votre accent est un atout formidable. Et si quand on dit à Romain « tu es de Marseille », on voulait surtout lui dire « tu n'es pas de Paris, tu n'es pas de notre monde ». Mais qui se cache derrière le « on » ? Moi, vous, le pouvoir, et si le problème était politique ? Comment l'accent résonne-t-il dans les couloirs de l'Assemblée nationale ? Déjà, tu discutes
Ça lui arrive de temps en temps. Il n'y a pas si, il y a un numéro. J'ai fait français troisième langue parce que papa avait voulu que j'apprenne d'abord le béarnais. Puis ensuite, quand j'étais avec des petits bergers espagnols à la frontière, mais sur territoire espagnol, papa était berger à cet endroit-là, au lac d'Estaens, j'avais appris avec eux l'espagnol. Quant aux Français, ils considéraient que c'était une chose trop sérieuse pour qu'on l'apprenne à n'importe comment. Ils pensaient que c'était des professionnels qui devaient me l'apprendre. Il a donc attendu que ce soit des hussards noirs de la République qui s'en occupent à l'âge de 6 ans. C'est de là qu'est venu mon accent et je ne me suis jamais, à vrai dire, posé de questions, savoir si c'était bon ou pas. Et je dois dire que ça m'a plutôt pas mal réussi. Moi, alors, l'observation sur l'accent, ça vient de certains journalistes. C'est vrai que certains journalistes, systématiquement, ont une forme de moquerie, une forme de dérision. Mais moi, ça me dérange absolument pas. L'accent que j'ai, en fait, et j'en suis fier, c'est l'accent des cités ouvrières. Dans la banlieue de Clermont-Ferrand, ça se rapproche de l'accent de Fernand Reynaud. On ne joue pas sur notre accent. Non, ah, ben ça. Alors, comment on peut faire, d'ailleurs, pour... Est-ce qu'on pourrait accentuer notre accent? Toi, peut-être un peu, hein. Toi, tu joues quand même un peu mieux sur le personnage. Moi, j'ai de la limite, peut-être. J'ai encore un petit peu de potentiel. Mais toi aussi, ouais, sur le style Fernand Reynaud. Oui. Qu'aujourd'hui, ce n'est pas le basque, ni le béarnais, ni l'occitan, ni le breton, ni le corse qui mettent le français en danger. Ça peut être le cas il y a 200 ans, au moment où la République s'établissait. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, Monsieur le Président. Parce que malheureusement, je me demande si nous avons vraiment choisi de défendre le français ou d'adopter cette langue sans mémoire ni rêve qu'est l'anglo-dollar. Voilà le fil que l'on a entre nous. En 1978, c'est la première fois où j'entrais à l'Assemblée nationale. Et un peu par dérision, dans l'entourage de Valéry Giscard d'Estaing, une personnalité un peu influente nous regardait avec étonnement. D'abord parce que nous n'avions pas été prévus pour arriver à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, parce que nous avions un peu l'accent. Et cette personnalité disait « Ah, voilà les députés pizzaiolos, ceux qui font la pizza. » Bon, ça m'avait plutôt un peu blessé, même si j'ai beaucoup d'amitié pour ceux qui font la pizza, et surtout la bonne. Ce déficit a été ramené de 17... Vous le savez bien, Monsieur Fernandel, l'accent, on s'en sert aussi. Marie-Arlette Carlotti, ancienne ministre, a été raillée parce qu'elle en a joué. Écoutez sa façon de parler à l'Assemblée nationale, elle n'a pas d'accent. De progression de l'ONDAM médico-social consacrée à l'accueil des personnes handicapées. Et elles ont besoin, elles aussi, En revanche, invitée dans cette émission de télévision, son accent est prononcé. On ne peut pas vivre comme ça. On en a assez de l'image qu'on montre, et puis au quotidien, les Marseillais sont moins heureux. On ne veut pas le dire quand on est à Paris. Hein. Et quand on est à Marseille, on dit on l'aime, notre ville. Mais il y a des moments où on l'aime moins qu'avant dans le quotidien. On ne m'a pas moqué parce que j'avais trop l'accent, mais on a laissé entendre que je voulais le camoufler. Je ne veux pas le camoufler. Voilà, je suis comme ça, je parle comme je parle, je suis comme je suis. Et quand j'étais en face à Kenaton, vous savez de quoi on parlait? On parlait de Marseille. Est-ce qu'il faut réconcilier Marseille avec les Marseillais, les quartiers nord avec les quartiers sud? Je ne cache pas mon accent pour cacher mon accent. J'ai l'habitude quand je parle de dossier, d'avoir un accent plus neutre. Peut-être que c'est mon éducation qui a fait ça. Vous avez décidé de lutter contre le non-recours aux droits qui rendent nos politiques inopérantes. Toute la haute administration, les cadres supérieurs des entreprises, ils ont une neutralité d'accent. Ils parlent presque tous la même langue. Parce qu'ils sont formatés pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés quand vous portez fortement votre accent. Il y a des difficultés d'existence, de prise au sérieux, de prise en compte. Je peux vous faire une confidence? Quand on a l'accent marseillais, on s'attend plus à ce que vous soyez un comique qu'une ministre. Je souhaite que le spectacle de nos ruines toujours présentes. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, le président de la République présentait ses vœux aux Français avec un accent de Haute-Garonne en roulant les airs. Aveugles trop nombreux exalte le travail dans un fraternel souci de justice sociale. Le R prononcé avec la pointe de la langue, organe érectile, est associé à une idée de virilité. C'était la prononciation du roi.
Et également, le R roulé était la prononciation des paysans qui travaillaient dur la terre en plein air. Qui nous est offerte par l'aide généreuse des États-Unis. Aujourd'hui, le R roulé qui symbolisait une France rurale a quasiment disparu. Mais pourrait-on encore imaginer un président de la République avec l'accent ? Avoir un accent, c'est ne pas être légitime. Le légitime, c'est celui qui est, si possible, neutre, ou en tout cas qui est proche de ces figures de pouvoir. Donc le président ne peut pas, mais ça peut changer, puisque les Américains ont bien élu un président noir, qui l'aurait cru dans les années 60-70. Donc peut-être, dans quelques années, on aura un président marseillais avec l'accent marseillais. Mais qui décide de la bonne prononciation, du bon accent ? L'Académie française, le lieu sacré du bon parler français. Et comme on dit qu'il y a un français canonique, c'est un peu le temple de la langue française. Hein, oui, on pourrait dire ça. Non, effectivement, voilà, c'est... Une fois de plus, c'est ce que disait Maurice Druon. Voilà, on enregistre l'usage, mais on le rectifie aussi s'il est fautif. Voilà, parce que on peut pas non plus accepter une forme de laisser-aller qui ferait qu'il suffirait qu'une chose ait été dite une fois pour qu'elle soit considérée comme recevable au même titre que ce qui est sanctionné par des siècles d'usage. L'Académie est très clairement créée pour servir le roi de France. Dans les statuts de l'Académie, c'est « Nous allons embellir et rendre pure cette langue que vous portez avec vos armes dans tous les coins du monde, en gros, et vous l'imposez au peuple conquis. » Pourquoi ? Parce que c'est une langue supérieure. Donc les gens considèrent que le français est de fait la langue universelle, parce que la France avait la plus puissante armée et avait un empire qui était plus puissant que les autres. Au tournant de la Révolution, si on veut être français, si on veut faire partie de cette nation éclairée, moderne, la patrie des droits de l'homme, il faut parler français. Il n'y a plus le choix. À la fin du XVIIIe siècle, on va donc créer ce dictionnaire de l'Académie qui va devenir, pour beaucoup, la norme de référence. L'Académie va régenter, au sens politique du terme, les usages. Il y a des dictionnaires de prononciation. Alors, il y a deux ouvrages principaux. Vous avez celui-ci de Léon Varnant. Il y a des prononciations canoniques qui sont répertoriées par la plupart des dictionnaires de langue, avec éventuellement quelques variantes. Par exemple, pour bouffonne, il signale que le muet, généralement, on ne le fait pas entendre. Un des points sur lesquels s'accordent la plupart des gens qui étudient les accents, c'est qu'on considère que le bon accent, c'est celui qui se fait pas remarquer. Voilà, c'est celui qui est le plus neutre possible. C'est pour ça que, à côté donc de Paris, qui est qui est un des lieux du bon accent, sans doute pour des raisons socio-économiques presque. Il y a une deuxième région qui a été longtemps présentée comme étant l'endroit où on parlait le meilleur français. C'est les bords de Loire, de la région d'Angers-Tours. Mon enquête se termine là, en Touraine. Je sens que vous tremblez, monsieur Fernandel. Au XIXe siècle, le poète Alfred de Vigny définissait ainsi les habitants des bords de Loire. Leur langage est le plus pur, le berceau de la langue est là. Une réputation encore appréciée aujourd'hui par les étrangers qui veulent apprendre notre langue. Alors, le français garanti pur, sans accent, fantasme ou réalité ? Terminus, le mariage. C'est vrai qu'il y a une norme de prononciation, et probablement que dans la région du Val-de-Loire, on est proche de cette norme. Voilà. Mais dans une population qui aujourd'hui est beaucoup plus brassée qu'autrefois. Hein. Ce n'est pas à Tours, il n'y a pas que des Tourangeaux, hein, d'accord ? Les gens ont une mobilité beaucoup plus importante qu'autrefois. Donc je pense que cette notion d'accent, de caractérisation régionale, c'est peut-être moins prégnant qu'autrefois. Sonia, la colombienne, Norapé, la thaïlandaise, et Anna, l'équatorienne, sont venues de très loin pour apprendre à parler le bon français. Nicole, leur hôtesse, prêche la bonne parole, ou plutôt le bon accent. En Colombie, il y a beaucoup des accents plutôt à la côte, où ils parlent
plus rapide, mais on n'aime pas l'accent de la capitale. Tu es dans une région qui est réputée par le fait qu'il n'y a pas d'accent. C'est la région où, semble-t-il, on parle le meilleur français. Mais c'est charmant, les accents. C'est charmant. Ouais. Mais quand tu apprends une langue, je pense qu'il faut apprendre ça dans une région où c'est le plus pur quand même. Oui, Hein? oui, c'est vrai. Plus facile. Après, tu peux t'adapter. Oui. Bon, c'est un mythe, hein, le mythe de la pureté, mais qu'on retrouve dans beaucoup de langues. Hein, l'arabe pur, le catalan pur, le turc pur de l'époque de Mustafa Kemal. Donc il y a toujours cette idée de pureté qui est en fait une façon d'asseoir un pouvoir, encore une fois, de dire là, il y a quelque chose que l'on a que vous n'avez pas. Pourquoi la Touraine? C'était le château de Touraine, l'un des berceaux des rois de France. Donc c'est une région qui est aussi centralisée, avec peu de contacts linguistiques. Donc il y a effectivement moins d'interférences, je dirais, de contacts de langue. Après, c'est un mythe comme un autre. Vous voyez, monsieur Fernandel, toute cette histoire n'est qu'une légende après tout. Votre accent, c'est votre carte d'identité. Le mien, il est de partout, il est de nulle part. Alors, gardez le vôtre très fort. Mais en même temps, mon accent m'a permis d'avoir une visibilité, en tout cas d'avoir d'être identifié, quoi. Je peux vous donner le rendez-vous, mais j'aurai un accent plus fort avec le temps. C'est logique. J'ai l'impression de me forcer quand je parle sans accent. Je vais essayer de le garder quand même. Pourquoi vous parlez comme ça? Comment allez-vous? Bonjour, enchanté, Romain. Mais ce n'est pas naturel. Vous me voyez quand je parle comme ça? On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le jeune homme? Qu'est-ce qu'il fait? Alors que quand je parle comme ça va de suite mieux avec ma bouille, avec mon personnage. C'est mieux, c'est de suite mieux. Le langage qui est aux normes, mon accent il le transforme. Moi je dis un pansement, un pneu, une cagole. Mais depuis ma plus tendre enfance, même l'hymne de la France, d'aussi loin que je me souvienne, il s'appelle pas la parisienne. Mon accent, tout le monde l'aime bien. Mon accent, même chez les parisiennes. Mon accent, des fois il fait rigoler, mais mon accent c'est ma carte d'identité. Je dis que mon accent, tout le monde l'aime bien. Mon accent, même chez les parisiennes. Mon accent, des fois il fait rigoler, mais mon accent c'est ma carte d'identité et puis c'est tout. Voilà.